L'un des plus grands géants mondiaux de l'énergie fait face à une crise énergétique majeure. Partout en Iran, les écoles, les universités, les banques et les bureaux gouvernementaux fonctionnent selon des horaires réduits. Certains ont même fermé complètement pendant plusieurs jours consécutifs. Pendant ce temps, certaines autoroutes et centres commerciaux sont plongés dans l'obscurité. Un déficit de gaz naturel allant de 260 à 350 millions de mètres cubes par jour est en cause, mais ce n'est pas tout. Presque toutes les centrales électriques d'Iran dépendent du gaz naturel pour produire de l'électricité. Mais cet hiver est glacial. Et par conséquent, la demande de chauffage, donc de gaz naturel, a explosé. Pour répondre à cette demande, le gouvernement iranien a fermé plus d'une douzaine de ses centrales électriques afin de rationner le gaz naturel. Ainsi, même si les Iraniens ne gèlent pas, certains se retrouvent sans lumière. Le président iranien n'a proposé aucune solution, si ce n'est de présenter ses excuses et d'appeler ses concitoyens à baisser la température moyenne de leur logement de 2 degrés Celsius afin de survivre à l'hiver. Des années de sanctions, une infrastructure vieillissante et une consommation excessive ont laissé l'Iran dans un état dysfonctionnel, peinant à fonctionner. Pour rationner l'énergie, le gouvernement a fermé nombre de ses plus grandes usines industrielles et la production manufacturière a chuté d'au moins 30 à 50%. D'ici la fin de l'hiver, l'Iran aura perdu des dizaines de milliards de dollars de revenus. Pendant ce temps, la monnaie réelle était en chute libre, atteignant des niveaux historiquement bas. La confiance dans le secteur privé a pratiquement disparu. Inutile de dire que l'Iran est dans de gros ennuis. C'est, après tout, comme ça que commencent les révolutions. Avec son économie désormais sous forte pression et son influence régionale en recul, l'Iran pourrait bientôt être confronté à des émeutes et des troubles publics de masse. Le président iranien l'a lui-même reconnu lorsqu'il a averti que la crise avait atteint un point critique. Même au niveau industriel, la situation n'a jamais été aussi mauvaise. De nombreuses zones industrielles d'Iran ont été fermées. La production d'acier a notamment baissé. Certaines sources affirment qu'elle a baissé de 4%, d'autres prétendent qu'elle a diminué de moitié. La vérité se situerait entre les deux extrêmes. Les données de l'administration américaine de l'information sur l'énergie indiquent que l'Iran a gagné 253 milliards de dollars de revenus pétroliers entre 2018 et 2023. Cela représente 144 milliards pendant les 3 premières années de Biden et 109 milliards de dollars pendant les 3 dernières années de Trump. Même avec les sanctions en place, cela reste beaucoup d'argent. L'Iran aurait pu utiliser cet argent pour rénover ses infrastructures et mettre en œuvre des réformes économiques. Mais au lieu de cela, il a dépensé une grande partie de son trésor dans des aventures géopolitiques à haut risque et à haut rendement. Entre 30 et 50 milliards de dollars ont été investis en Syrie pour soutenir le gouvernement Assad, tandis que plus de 20 milliards de dollars ont été dépensés pour construire un réseau de groupes par procuration à travers le Moyen-Orient, y compris le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen et diverses milices chiites en Irak. Cependant, avec le changement de gouvernement en Syrie, tous ces efforts et toutes ces dizaines de milliards de dollars se sont évaporés dans la nature. Le pont terrestre de Téhéran vers ses proxys est maintenant hors d'atteinte. Sans cette connexion, les capacités de ces groupes par procuration s'éroderont progressivement avec le temps, car l'Iran sera incapable de les réapprovisionner. Près d'un quart des revenus pétroliers que l'Iran a gagnés de 2018 à 2023 a maintenant été perdu, et les Iraniens n'ont rien à en montrer. Cet argent aurait pu être investi au niveau national pour moderniser et améliorer son réseau électrique, ses pipelines, et diversifier sa sécurité énergétique. Au lieu de cela, les dirigeants iraniens ont tout simplement ignoré leurs infrastructures en décomposition, ce qui est presque généralisé dans toutes leurs industries. Par exemple, malgré le fait de posséder l'une des plus grandes réserves mondiales de gaz naturel et de pétrole brut, la technologie de forage et les infrastructures de l'Iran sont insuffisantes pour répondre à ses propres besoins. Prenons le dôme nord de South Fars comme exemple.
C'est le plus grand champ de gaz naturel au monde, partagé entre l'Iran et le Qatar, et il fournit plus de 70% du gaz naturel de l'Iran. Cependant, la production du côté iranien est à la traîne, tandis que celle du Qatar prospère. En raison des sanctions, les entreprises énergétiques publiques iraniennes ont presque aucun accès aux technologies étrangères. Et bien que cela puisse aider à développer l'autosuffisance, cela peut aussi freiner la croissance et le développement. Si les problèmes persistent, ils deviennent endémiques. En Iran, par exemple, de son côté du champ gazier South Fars North Dome, il n'y a pas d'équipement de torchage du gaz. Le torchage du gaz consiste à brûler l'excès de gaz naturel qui s'échappe lors du processus de forage pétrolier. Du côté du Qatar, cet excès de gaz est allé capturé, stocké et transporté. L'Iran, cependant, manque d'infrastructures et le gaspille simplement dans l'atmosphère. Cela peut sembler être un détail mineur, mais ce n'est pas le cas. À l'échelle mondiale, l'Iran se classe au 2e rang pour le torchage du gaz. Chaque année, il perd près de 21 milliards de mètres cubes de gaz naturel. C'est un chiffre ahurissant. À titre de comparaison, 21 milliards de mètres cubes représentent environ 50% de la consommation nationale de gaz naturel de l'Australie, ou environ 30% de la consommation de l'Inde. Avec les infrastructures appropriées, le torchage du gaz pourrait combler le déficit énergétique et chauffer des millions de foyers iraniens. Au lieu de cela, il est gaspillé dans l'atmosphère. Ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des nombreuses lacunes techniques qui sont endémiques dans l'ensemble du secteur énergétique iranien. Les gouvernements peuvent trébucher, mais ce sont les sociétés qui façonnent le terrain sur lequel ils tombent. Une partie des problèmes de l'Iran incombe aussi à sa société. Vous voyez, l'Iran est une nation de subventions. Le pétrole et le gaz bon marché sont si facilement accessibles que les Iraniens n'y prêtent même pas attention. Un litre d'essence à la pompe coûte environ 36 centimes, en dollars américains. On peut dire que vivre dans la République islamique peut être difficile, mais le pétrole et le gaz bon marché sont peut-être l'un des rares avantages qui rendent cela supportable. C'est ainsi que la direction de Téhéran le voit, et c'est pourquoi elle finance les bas prix grâce aux subventions. Selon le Fonds monétaire international, en 2022, l'Iran a dépensé 163 milliards de dollars en subventions énergétiques, ce qui représentait plus de 27% de son produit intérieur brut. Aucun autre pays n'a ce type de subvention, et franchement, c'est pour une bonne raison. Mais encore une fois, les Iraniens trouvent cela normal. Les subventions existent depuis si longtemps que la plupart des Iraniens ne connaissent même pas les prix réels, et ils croyaient avoir le droit à du pétrole et du gaz bon marché. La dernière fois que le gouvernement a essayé de réduire les subventions à l'énergie, c'était en 2019. L'augmentation soudaine des prix du carburant a entraîné une hausse de l'inflation dans l'ensemble de l'économie. En quelques jours, les gens sont descendus dans la rue, et tous ces griefs contre la République islamique, qui s'accumulaient depuis des décennies, ont éclaté au grand jour. Plus d'une centaine de villes à travers l'Iran ont connu des manifestations de masse. Les manifestants ont incendié des bâtiments gouvernementaux, tout en réclamant la fin de la pauvreté, de la corruption et des violations des droits de l'homme, mais aussi la fin de la République islamique elle-même. Des affiches du guide suprême et du président de l'époque ont été brûlées. Les manifestants ont exigé la démission du Parlement et l'abolition de la loi islamique, Charia. Des Iraniens dans des dizaines de villes ont exprimé leur opposition à l'implication de leur pays dans les conflits régionaux et à la rhétorique anti-américaine du gouvernement. Certains ont même protesté contre l'abattage du vol ukrainien 752. Dans l'ensemble, c'étaient les pires troubles sociaux que l'Iran ait connus depuis la révolution islamique de 1979. Chaque transgression commise par l'État a été révélée au grand jour. Le processus a entraîné la mort de centaines de personnes et la détention de milliers d'autres. Ainsi, ce qui avait commencé comme une réforme économique visant à réduire les subventions à l'énergie s'est transformé en émeute révolutionnaire, avec le guide suprême lui-même dans la ligne de mire. L'Iran ne veut pas revivre cela. Mais il ne peut pas non plus effacer indéfiniment les factures d'énergie. Non seulement cela, mais la crise énergétique de l'Iran survient aussi au pire moment possible.
Le pays se trouve dans des circonstances géopolitiques difficiles et les législateurs iraniens ressentent clairement la pression. Par exemple, la nouvelle loi sur le hijab, adoptée par le Parlement, propose des sanctions plus sévères pour les femmes qui défient le code vestimentaire obligatoire, mais elle n'a pas encore été appliquée. Le président de l'Iran s'y est opposé, affirmant que cela pourrait se retourner contre eux et provoquer des troubles publics. Outre le débat public sur la loi islamique et son application, les Iraniens sont également engagés dans un conflit croissant avec Israël, qui a conduit à des attaques directes sur le territoire de chacun. Mais maintenant, avec l'arrivée de l'administration Trump, les choses semblent encore plus incertaines que d'habitude. Pendant le premier mandat de Trump, il a mené une campagne de pression maximale contre l'Iran et imposé de lourdes sanctions à son programme nucléaire. Les sanctions américaines, qui ciblaient notamment les exportations pétrolières, le secteur bancaire et le transport maritime, ont paralysé l'économie iranienne dans son ensemble. Cette fois, cela pourrait être pire encore. Comme expliqué dans une vidéo précédente, Israël crée un corridor aérien qui lui permettra de frapper en profondeur l'Iran et de détruire ses installations militaires et nucléaires. En même temps, Netanyahou fait pression sur la Maison-Blanche pour qu'elle intensifie la pression sur l'Iran. Israël a également joué un rôle dans la crise énergétique actuelle de l'Iran. Un fait moins connu est qu'en février 2024, l'armée de l'air israélienne a fait exploser 2 gazoducs en Iran dans le cadre de ses frappes de représailles. L'Iran n'a pas pu réparer les dégâts à temps. Alors le gouvernement a discrètement puisé dans ses réserves d'urgence pour éviter une interruption de service à des millions de personnes. Au moment où le nouveau président a été élu en juillet, il avait hérité d'un État avec des réserves d'énergie épuisées qu'il n'a pas pu reconstituer. Pour Israël, c'est néanmoins un heureux hasard. 2 facteurs se conjuguent pour créer une tempête parfaite, une crise énergétique et le retour de Trump. Si Israël devait mener une frappe préventive en ce moment et détruire l'infrastructure énergétique déjà fragile de l'Iran, cela aggraverait la crise énergétique en cours. Le déficit de gaz deviendrait insurmontable, ce qui pourrait déclencher des troubles sociaux et retourner la population iranienne contre le gouvernement. Netanyahou cherche depuis longtemps à pousser l'Iran à son point de rupture. Il a, à plusieurs reprises, appelé les Iraniens à descendre dans la rue. Et cela pourrait être la situation la plus proche qu'il ait jamais atteinte pour y parvenir. À chaque instant qui passe, le régime vous rapproche, vous, le noble peuple perse, de l'abîme. La grande majorité des Iraniens sait que leur régime ne se soucie pas du tout d'eux. Le malheur d'un pays fait le bonheur d'un autre, c'est comme ça que ça marche. En géopolitique, la morale est un outil, pas une règle. Et au cœur de cette bataille, il y a les minéraux critiques. Les minéraux sont les éléments de base des systèmes de défense modernes, des énergies renouvelables et des technologies avancées. Mais toutes les ressources ne sont pas réparties de manière égale à travers le monde. Prenons le tungstène comme exemple. Ses propriétés uniques le rendent indispensable au secteur de la défense. Il est extrêmement durable et résistant à la chaleur, ce qui en fait un composant crucial dans la production de moteurs à réaction, de missiles et bien plus encore. Il est donc souvent considéré comme la colonne vertébrale de la défense moderne. Le problème, cependant, c'est que la Chine contrôle 84% de l'approvisionnement mondial en tungstène. Pire encore, elle a récemment renforcé son monopole en imposant des interdictions d'exportation, visant directement les États-Unis et leurs alliés. Cette décision met en évidence une tendance croissante, l'utilisation des minéraux critiques, comme outil d'influence géopolitique. Pour les États-Unis, cela représente une vulnérabilité stratégique. Sans tungstène, des systèmes de défense cruciaux pourraient être mis hors service. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Domesney Resources, une entreprise nord-américaine, s'est donné pour mission de relocaliser la production de tungstène et de sécuriser cette ressource essentielle pour les États-Unis. Il travaille à la réouverture d'une ancienne mine de tungstène dans l'Idaho, qui pourrait devenir la première mine de tungstène à reprendre ses activités aux États-Unis.
Cela réduira la dépendance aux chaînes d'approvisionnement étrangères et renforcera l'indépendance industrielle des États-Unis. De plus, cette initiative s'inscrit parfaitement dans le nouvel accent mis par Donald Trump sur l'autosuffisance de l'Amérique, lui qui relance une fois de plus le discours de l'Amérique d'abord. Avec Donald Trump de retour au pouvoir, l'accent est de plus en plus mis sur la sécurisation des ressources essentielles au niveau national. Et Domesney Resources s'engage justement dans cette voie. Avec la hausse attendue des prix du tungstène en raison de la demande croissante et de l'offre qui se resserre, Domesney Resources est bien placé pour tirer parti d'un marché essentiel et en pleine expansion.